Il existe un signe de manipulation que Carl Jung considérait comme le plus humiliant de tous. Non pas parce qu'il serait le plus cruel, non pas parce qu'il serait le plus évident, mais parce qu'il se déroule juste sous vos yeux, chaque jour, et pourtant, vous ne le voyez pas. Pire encore, quand quelqu'un tente de vous l'indiquer, vous le niez, vous le défendez, et sans même vous en rendre compte, vous défendez celui, celle qui est en train de vous détruire. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène chez ses patients. Il l'a méticuleusement documenté dans ses écrits. Et ce qu'il a découvert est plus que troublant, c'est profondément dérangeant. La personne qui vous manipule n'a pas besoin de se cacher. Elle n'a pas besoin de mentir avec une quelconque astuce. Elle a juste besoin d'activer un mécanisme déjà existant en vous. Un mécanisme que, nerveux, vous alimentez vous-même sans même le savoir. Aujourd'hui, nous allons révéler exactement quel est ce signe, pourquoi vous ne le détectez pas, même s'il est en train de se produire à l'instant même. Et, plus important encore, comment vous protéger une fois que vous l'aurez enfin identifié. Mais, je vous préviens, cette vidéo va être inconfortable, car nous n'allons pas seulement parler du manipulateur, nous allons parler de vous, de ce que vous faites sans vous en rendre compte, de pourquoi vous permettez ce que vous permettez. Et quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Jung disait que la véritable libération commence par une humiliation qui est douloureuse à accepter. Alors, commençons. Le signe le plus humiliant de la manipulation est le suivant: justifier le comportement qui vous fait du mal. Cela peut sembler simple, cela peut sembler évident, mais c'est précisément là que réside le problème. C'est tellement évident que vous le laissez passer. Chaque fois que vous vous dites « Oh, mais il a juste passé une mauvaise journée », chaque fois que vous vous dites « Elle ne voulait pas dire ça comme ça », chaque fois que vous vous dites « Au fond, il m'aime, il ne sait juste pas comment l'exprimer », chacune de ces phrases est ce signe en action qui fonctionne parfaitement. Carl Jung appelait cela la rationalisation défensive, et il la décrivait comme l'un des mécanismes les plus puissants dont dispose l'esprit pour se protéger d'une vérité douloureuse. Mais voici le côté pervers. Cela ne vous protège pas de celui, celle qui vous fait du mal. Cela vous protège de voir que quelqu'un vous fait du mal. Ce sont des choses complètement différentes. Le manipulateur, la manipulatrice, connaît ce mécanisme. Peut-être pas consciemment, peut-être qu'il, qu'elle, n'a jamais lu un livre de psychologie de sa vie, mais il, elle, le connaît confidemment. Il, elle sait exactement quelle quantité de cruauté il, elle peut exercer avant que vous ne réagissiez. Et il, elle sait qu'après chaque épisode, vous inventerez vous-même une excuse qui l'absoudra. Il, elle n'a pas besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous vous convainquez vous-même. Carl Jung a documenté cela en 1921 dans son ouvrage sur les tripes psychologiques. Il a écrit sur des patients qui défendaient des relations clairement destructrices avec une passion inexplicable. Et quand il essayait de leur montrer la réalité, il, elle, devenait hostile, non pas envers l'agresseur, mais contre Jung lui-même, contre le messager. Et voici la partie la plus troublante. Jung se demandait pourquoi quelqu'un défendrait-il celui, celle qui lui fait du mal, avec plus de force que lui-même. La réponse l'a conduit à l'un de ses concepts les plus importants, l'ombre. L'ombre, c'est cette partie de vous que vous ne voulez pas voir, cette partie qui contient tout ce que vous rejetez de vous-même, vos peurs, vos faiblesses, vos échecs. Et voici le mécanisme que le manipulateur exploite. Si vous reconnaissez que quelqu'un vous manipule, vous devez reconnaître que vous avez été vulnérable, que vous avez été trompé, que vous n'avez pas vu ce qui se passait. Et cela, c'est humiliant. Alors, votre esprit fait quelque chose de brillant et de terrible en même temps.
Il nie la réalité, il crée des excuses, il invente des contextes. Tout cela dans le seul but de ne pas avoir à admettre que la personne en qui vous aviez confiance vous utilisait. Jung a écrit « Nous préférons vivre dans l'illusion du contrôle plutôt que d'accepter la réalité de notre vulnérabilité. » Cette illusion de contrôle est exactement ce dont le manipulateur a besoin. Tant que vous croyez que vous avez le contrôle, tant que vous croyez que vous pouvez changer cette personne, tant que vous croyez que si vous faites les choses correctement, tout s'améliorera, le manipulateur a le champ libre. Il, elle, ne vous contrôle pas avec la violence. Il, elle, vous contrôle avec votre propre besoin de sentir que vous contrôlez quelque chose. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de sérieux. Ce signe n'apparaît pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois. C'est un schéma qui se construit avec le temps et il a des phases très spécifiques que Jung a identifiées chez ses patients. La première phase est ce que Jung appelait l'appât doré. Le manipulateur, la manipulatrice, vous offre quelque chose dont désespérément besoin. Cela peut être de l'attention, cela peut être de la validation, cela peut être la sensation d'être spécial, d'être spécial. Dans cette phase, tout est parfait, trop parfait. Jung avertissait que quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est presque toujours le cas. Mais à ce moment-là, votre besoin est plus fort que votre jugement. La deuxième phase est la normalisation du mal. Ici commencent les petites attaques. Un commentaire blessant, déguisé en blague, une critique déguisée en préoccupation, une insulte déguisée en observation honnête. Et chaque fois que vous ressentez la douleur, Saad, une justification arrive, immédiatement. « Oh, mais il est juste sincère. C'est juste qu'il se soucie de mon bien-être. C'est juste qu'il se soucie de mon bien-être à quelqu'un qui me ment. » Jung a observé que, dans cette phase, la victime commence à développer ce qu'il appelait la cécité émotionnelle sélective. Vous pouvez voir le comportement clairement, vous pouvez le décrire avec précision, mais vous ne pouvez pas le connecter avec l'émotion correcte. Vous voyez le coup, mais vous ne sentez pas que vous avez été frappé. La troisième phase est l'inversion de la culpabilité. C'est peut-être la plus dévastatrice. Ici, le manipulateur, la manipulatrice, n'a plus besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Vous-même, vous commencez à vous blâmer pour tout ce qui va mal. Si j'avais été plus compréhensif, si je ne l'avais pas provoqué, si j'avais gardé le silence quand je le devais. Jung a documenté des cas de patients qui demandaient littéralement pardon pour avoir été blessés. Il, elle, ne demandait pas pardon pour quelque chose qu'il, elle, avait fait. Il, elle, demandait pardon pour avoir été la cible de quelque chose qui leur avait été fait. Et voici le signe, dans sa forme la plus pure, quand vous vous excusez pour la douleur que quelqu'un vous a causée. Cette inversion de la culpabilité est le saint Graal de tout manipulateur, de toute manipulatrice. Cela signifie qu'il, elle, n'a plus à vous contrôler. Vous, vous contrôlez vous-même. Il, elle, n'a plus à vous faire sentir mal. Vous, vous faites sentir mal vous-même. Il, elle, n'a plus à se défendre de vos accusations. Vous la défendez. La quatrième phase est ce que Jung appelait l'addiction au cycle. À ce stade, la victime est déjà nerveuse, accrochée à un schéma de tension et de soulagement. Le manipulateur, la manipulatrice, crée de la tension avec ses comportements nuisibles. Puis, il, elle, offre un moment de paix, d'affection, de normalité. Et ce moment de soulagement est ressenti comme du bonheur. Jung le comparait au syndrome de sevrage. L'addict ne ressent pas de plaisir quand il consomme. Il ressent un soulagement de la douleur de ne pas consommer. De la même manière, la victime de manipulation ne ressent pas d'amour quand le manipulateur est gentil. Elle ressent un soulagement de ce que, pendant un moment, elle n'est pas attaquée. Mais voici le côté pervers. Ce soulagement est confondu avec de l'amour. Et chaque fois que vous ressentez ce soulagement, votre cerveau renforce la connexion. Vous devenez accro au cycle. Et vous commencez à faire n'importe quoi pour éviter la phase de tension. Ce qui signifie faire tout ce que le manipulateur veut.
Carl Jung a écrit que ce schéma peut durer des années, des décennies même, et plus il dure, plus il est difficile de le briser, parce que chaque justification que vous inventez renforce le schéma, chaque excuse que vous donnez renforce la chaîne. Maintenant, peut-être pensez-vous, moi, je sais reconnaître quand quelqu'un me manipule, je ne suis pas si naïf, je pourrais voir les signes. Et c'est exactement cette pensée qui fait partie du problème. Carl Jung mettait en garde contre ce qu'il appelait l'arrogance du moi, la croyance que nous sommes trop intelligents pour tomber dans des pièges psychologiques. Cette arrogance est précisément ce qui nous rend vulnérables, parce que quand vous croyez que vous ne pouvez pas être trompé, vous baissez la garde. Et quand vous baissez la garde, n'importe quel manipulateur avec un minimum de compétences peut trouver votre point faible. Les manipulateurs les plus efficaces ne cherchent pas des personnes faibles, ils cherchent des personnes qui croient être fortes, parce que ces personnes ont quelque chose que les faibles n'ont pas, l'orgueil. Et l'orgueil est l'outil confit de manipulation. Pensez-y de cette façon. Si vous attaquez quelqu'un qui sait qu'il est vulnérable, cette personne peut demander de l'aide, elle peut reconnaître qu'elle a besoin de protection, elle peut accepter qu'elle est attaquée. Mais si vous attaquez quelqu'un qui croit être confident, invulnérable, cette personne ne peut pas demander de l'aide sans admettre qu'elle n'était pas aussi forte qu'elle le croyait. Elle ne peut pas reconnaître l'attaque sans reconnaître sa propre faillibilité. Et c'est confident le point de pression que le manipulateur utilise. Carl Jung l'a résumé de façon brutale. L'orgueil blessé crée plus d'aveugles que toutes les tromperies du monde. Maintenant, passons à quelque chose de plus spécifique. Passons aux signaux secondaires qui accompagnent le signal principal. Parce que la justification du mal ne vient pas seule. Elle vient accompagner d'autres symptômes que vous pouvez apprendre à reconnaître. Le premier signal secondaire est l'épuisement inexplicable. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous manipule, vous vous sentez constamment fatigué. Ce n'est pas une fatigue physique normale, c'est un épuisement profond qui ne s'en va pas avec le repos. Carl Jung expliquait que cet épuisement vient de l'effort constant de maintenir les justifications fonctionnelles. Votre esprit travaille 24 heures sur 24 pour que la narrative ait un sens, pour que les comportements nuisibles correspondent à l'histoire de la personne bonne qui n'a que de mauvais moments. Ce travail mental consomme une quantité énorme d'énergie. Et le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. Vous sentez seulement la fatigue sans pouvoir expliquer d'où elle vient. Le deuxième signal secondaire est ce que Carl Jung appelait l'érosion du moi. Petit à petit, vous commencez à perdre contact avec qui vous étiez avant cette relation. Vos opinions deviennent floues, vos préférences disparaissent, vos limites se dissolvent. Un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez pas la personne qui vous regarde en retour. Carl Jung a documenté des cas de patients qui ne pouvaient pas se rappeler ce qu'ils aimaient faire avant de rencontrer leur partenaire manipulateur. Ils ne pouvaient pas se rappeler ce qu'ils pensaient sur des thèmes basiques. C'était comme si une partie d'eux avait été effacée. Ceci n'est pas sérieux? Le manipulateur a besoin que vous perdiez votre identité, parce qu'une personne avec une identité forte est difficile à contrôler. Mais une personne qui ne sait plus qui elle est, qui dépend du manipulateur pour se définir, cette personne est complètement maniable. Le troisième signal secondaire est l'isolement progressif. Au début, c'est subtil. Le manipulateur fait des commentaires sur vos amis. Il suggère que peut-être ils ne vous conviennent pas. Il mentionne que votre famille ne vous comprend pas comme lui vous comprend. Et petit à petit, vous allez coupant les connexions. Pas parce que le manipulateur vous l'ordonne ouvertement, mais parce que vous-même commencez à croire que ces connexions sont problématiques. Carl Jung observait que l'isolement est l'outil favori de tout manipulateur, parce qu'il remplit deux fonctions. Premièrement, il élimine les témoins. Les personnes qui pourraient vous alerter sur ce qui se passe ne sont plus proches. Deuxièmement, il vous rend complètement dépendant. Sans réseau de soutien, le manipulateur devient votre unique source de connexion humaine.
Et quand cela arrive, le pouvoir du manipulateur devient absolu. Le quatrième signal secondaire est l'anxiété anticipatoire. Vous commencez à vivre dans un état d'alerte constant. Pas pour quelque chose qui se passe à ce moment précis, mais pour ce qui pourrait arriver. Vous analysez chaque mot que vous dites, vous calculez chaque mouvement, vous essayez de prédire ce qui va le contrarier pour l'éviter. Carl Jung décrivait cela comme « vivre sur le territoire de l'autre ». Vous n'êtes plus dans votre propre espace mental. Vous êtes constamment dans l'espace mental du manipulateur, essayant de naviguer ses états d'âme, ses réactions, ses possibles explosions. Et pendant que vous faites ça, vous vous perdez vous-même de plus en plus. Le cinquième signal secondaire est peut-être le plus révélateur, la défense automatique. Quand quelqu'un, n'importe qui, fait un commentaire négatif sur le manipulateur, votre première réaction est de le défendre. Ce n'est pas une défense rationnelle où vous considérez les arguments, c'est une défense automatique, presque instinctive. Carl Jung expliquait que cette défense automatique est le résultat de l'identification avec l'agresseur. À un moment du processus, votre esprit a décidé qu'il était plus sûr de s'allier avec le manipulateur que de l'affronter. Et une fois que cette alliance se forme, n'importe quelle attaque au manipulateur se sent comme une attaque à vous-même. C'est pour cela que vous défendez celui qui vous fait du mal avec plus de passion qu'à vous-même, parce que dans votre esprit, vous êtes déjà la même chose. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Tout ce que nous venons de décrire n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la stupidité, ce n'est pas un manque de caractère, c'est la psychologie humaine fonctionnant exactement comme elle est conçue pour fonctionner. Ces mécanismes existent parce qu'à un moment de l'évolution humaine, ils ont été utiles. La capacité de rationaliser, de justifier, de maintenir la paix à tout prix, tout cela a aidé nos ancêtres à survivre dans des groupes où le conflit pouvait signifier la mort. Le problème est que ces mêmes mécanismes qui nous ont aidés à survivre sont maintenant exploités par des personnes qui les utilisent pour nous contrôler. Carl Jung comprenait cela parfaitement. C'est pour cela qu'il ne blâmait jamais les victimes de manipulation. Mais il leur exigeait quelque chose, qu'une fois qu'elles voyaient la vérité, elles prennent responsabilité pour ce qu'elles feraient avec cette vérité. Voir est le premier pas, mais seulement le premier. Ce qui vient après est où commence la vraie libération. Et ici nous arrivons à la partie la plus importante de tout ce que nous avons dit. Comment vous protéger? Comment sortir du schéma? Comment arrêter de justifier l'injustifiable? Carl Jung a développé plusieurs techniques qu'il appliquait avec ses patients. Ce ne sont pas des solutions magiques, ce ne sont pas des trucs rapides. Ce sont des processus qui demandent du temps. Une honnêteté brutale envers soi-même et le courage d'affronter des vérités douloureuses. La première technique est ce que Carl Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Rappelez-vous, nous avons dit que la raison pour laquelle vous justifiez les comportements destructeurs est pour ne pas avoir à admettre votre propre vulnérabilité. Eh bien, cette technique attaque directement ce mécanisme. Le processus est simple en théorie, mais difficile en pratique. Chaque fois que vous vous surprenez à justifier un comportement nocif, arrêtez-vous. Ne continuez pas avec la justification. Au lieu de cela, demandez-vous: qu'est-ce que j'essaie de ne pas voir en moi-même? Quelle admission est-ce que j'évite? Carl Jung disait que la réponse est toujours là. Il suffit d'avoir le courage de l'écouter. Peut-être évitez-vous d'admettre que vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Peut-être évitez-vous d'admettre que vous avez ignoré des signaux clairs. Peut-être évitez-vous d'admettre que votre besoin d'affection vous a aveuglé. Quoi qu'il en soit, quand vous l'admettez, quelque chose change. La justification perd de son pouvoir. Parce que la justification ne fonctionne que tant que vous évitez la vérité. Une fois que vous affrontez la vérité, vous n'avez plus besoin du mensonge. La deuxième technique est ce que Carl Jung appelait la récupération des projections. Dans une relation manipulative, le manipulateur projette constamment ses défauts sur vous. Il vous dit que vous êtes trop sensible quand vous réagissez à sa cruauté. Il vous dit que vous êtes égoïste quand vous posez une limite. Il vous dit que vous êtes le problème quand vous vous plaignez de son comportement. Et avec le temps, Saad, vous commencez à croire ces projections.
Vous commencez à vous voir à travers les yeux du manipulateur. Et quand cela arrive, vous perdez le contact avec votre propre perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle la cécité émotionnelle sélective. La technique de récupération des projections consiste à identifier chaque critique que le manipulateur vous fait et à vous demander « Est-ce que cela concerne réellement moi ou est-ce que cela le concerne lui ?» 9 fois sur 10, vous découvrirez que les accusations qu'il vous fait sont exactement les choses dont il est coupable. Carl Jung observait ce schéma constamment. Le menteur accuse les autres de mentir. L'égoïste accuse les autres d'égoïsme. Le manipulateur accuse les autres de manipulation. C'est comme si le manipulateur avait besoin de voir ses propres défauts chez quelqu'un d'autre pour ne pas avoir à les affronter en lui-même. Quand vous comprenez cela, les accusations perdent de leur pouvoir. Vous ne vous sentez plus coupable de choses que vous n'avez pas faites. Vous ne vous définissez plus par les mensonges que quelqu'un d'autre a inventés sur vous. La troisième technique est l'établissement de limites psychologiques. Carl Jung était très spécifique à ce sujet. Il ne parlait pas seulement de limites physiques ou de comportement, il parlait de limites dans votre propre esprit. Une limite psychologique est une ligne claire qui dit « Ceci est à moi, ceci est à toi. Mes émotions sont à moi, tes émotions sont à toi. Ma responsabilité se termine ici, ta responsabilité commence là. » Dans une relation manipulative, ces limites sont détruites complètement. Le manipulateur fait de ses émotions votre problème. S'il est en colère, vous êtes responsable de le calmer. S'il est triste, vous devez le réconforter. S'il se comporte mal, c'est en quelque sorte à cause de quelque chose que vous avez fait. Rétablir des limites psychologiques signifie refuser cette fusion. Cela signifie dire intérieurement et extérieurement « tes émotions sont tiennes ». Ton comportement est ta responsabilité. Je ne vais pas porter des choses qui ne m'appartiennent pas. Carl Jung avertissait que cette technique peut être très difficile au début, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que le manipulateur vous a enseigné. Mais il disait aussi que c'est absolument nécessaire pour la libération. La quatrième technique est peut-être la plus confiante, puissante de toutes. La reconstruction du moi. Rappelez-vous, nous avons dit que l'un des signaux secondaires est l'érosion de l'identité. Eh bien, cette technique vise à inverser ces dégâts. Le processus commence avec des questions simples. Qu'est-ce que j'aimais faire avant cette relation? Quelles opinions avais-je que je ne soutiens plus maintenant? Quels amis ai-je perdus? Quelle partie de moi ai-je abandonnée pour maintenir la paix? Carl Jung recommandait de faire une sorte d'archéologie personnelle. Fouillez dans votre passé pour trouver des fragments de qui vous étiez. Et ensuite, un par un, commencez à les récupérer. Ce n'est pas un processus rapide, cela peut prendre des mois, parfois des années. Mais chaque fragment que vous récupérez est un morceau de vous que le manipulateur ne contrôle plus. Et plus vous récupérez de morceaux, plus vous devenez fort. La cinquième technique est la création d'un réseau de réalité. Carl Jung savait qu'une des armes les plus efficaces du manipulateur est l'isolement. C'est pourquoi la défense la plus efficace est le contraire, la connexion. Un réseau de réalité est un groupe de personnes. Il peut être petit, qui vous connaissent, qui vous apprécient et qui sont prêtes à vous dire la vérité, même si elle fait mal. Ce ne sont pas des personnes qui vous disent ce que vous voulez entendre, ce sont des personnes qui vous disent ce que vous devez entendre. Quand vous avez un réseau de réalité, le manipulateur perd de son pouvoir, parce que vous n'êtes plus dépendant d'une seule source de validation. Vous n'avez plus besoin qu'il vous dise qui vous êtes. Vous avez d'autres voix qui vous rappellent votre valeur. Carl Jung considérait cela si important qu'il consacrait parfois des séances entières à aider ses patients à identifier et à renforcer leur réseau de réalité. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de vidéos de psychologie ne mentionnent pas, le moment de la crise. Quand vous commencez à appliquer ces techniques, quand vous commencez à voir la vérité, quand vous commencez à poser des limites, le manipulateur ne va pas rester tranquille, il va réagir, et sa réaction va être intense. Carl Jung a documenté cela à plusieurs reprises. Il appelait cela la crise de déstabilisation. Quand la victime commence à se libérer, le manipulateur panique parce qu'il perd le contrôle.
Et une personne qui dépend du contrôle sur les autres pour se sentir en sécurité, quand elle perd ce contrôle, peut devenir imprévisible. Certaines réactions courantes incluent l'escanade des comportements. S'il était cruel occasionnellement auparavant, il peut maintenant être cruel constamment. C'est une tentative désespérée de récupérer le contrôle qu'il sent qu'il est en train de perdre. Une autre réaction courante est le bombardement d'amour. Soudain, le manipulateur devient la personne la plus douce du monde. Il vous rappelle les bons moments, il promet de changer, il dit tout ce que, hopeful, vous aviez toujours voulu entendre. Carl Jung avertissait que ce bombardement d'amour est peut-être le moment le plus dangereux, parce qu'après tant de souffrances, quand vous recevez enfin de l'affection, il est très tentant de croire que les choses vont changer. Mais la réalité est que le bombardement d'amour est seulement une autre tactique de contrôle. Une fois que le manipulateur sent qu'il vous a de nouveau, le cycle recommence. Une autre réaction courante est la victimisation. Le manipulateur se transforme soudainement en la victime. Il vous accuse de l'abandonner, d'être cruel, de détruire la relation. Cela active votre culpabilité et votre instinct de protection. Et cela peut vous faire douter de tout ce que vous aviez finalement commencé à voir. Carl Jung était très clair sur la manière de gérer cette crise de déstabilisation en restant fermement ancré dans votre réalité. Peu importe la tactique utilisée par le manipulateur, votre travail est de vous souvenir de ce que vous avez vu, de vous souvenir de ce que vous avez ressenti, de vous souvenir des justifications que vous vous êtes racontées et de, hopeful, ne plus jamais retomber dans le même schéma. Ce n'est pas facile. Carl Jung n'a sérieux jamais promis que ce serait facile, mais il a promis quelque chose de mieux, que c'était possible. Maintenant, je veux que vous écoutiez quelque chose que Carl Jung a écrit et qui, je crois, résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il a écrit « L'humiliation de reconnaître que nous avons été trompés est le prix d'entrée à une vie authentique. Ceux qui ne peuvent pas payer ce prix resteront prisonniers pour toujours. » Ce que Carl Jung dit, c'est ceci. Oui, c'est humiliant de se rendre compte que quelqu'un vous a manipulé. C'est humiliant de voir toutes les fois où vous l'avez justifié. C'est humiliant de vous souvenir de comment vous le défendiez quand les autres essayaient de vous avertir. Mais cette humiliation n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est le prix que vous payez pour être libre. Et si vous y réfléchissez, c'est un prix plutôt juste, un moment de honte en échange d'une vie de liberté. L'alternative est bien pire. Continuez à être aveugle, continuez à justifier, continuez à perdre des morceaux de vous-même, jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus rien à perdre. Avant de terminer, je veux partager quelque chose de personnel. Ce dont nous venons de parler n'est sérieusement pas une théorie abstraite pour moi. C'est quelque chose que j'ai vu maintes et maintes fois chez des personnes proches. J'ai vu des personnes intelligentes, fortes, capables, complètement aveugles face à des manipulateurs que n'importe qui d'extérieur pouvait voir clairement. Et je me suis toujours demandé comment est-ce possible qu'elles ne le voient pas? Maintenant, je comprends. Ce n'est pas qu'elles ne le voient pas, c'est qu'elles ne peuvent pas se permettre de le voir, parce que le voir signifierait admettre quelque chose que leur ego n'est pas préparé à accepter. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour vous rappeler que vous n'êtes pas fou, que ce que vous ressentez est réel. Que l'inconfort que vous ne pouvez pas expliquer a une cause, que vous pouvez identifier, et qu'il y a une sortie, même si, pour le moment, vous ne pouvez pas la voir. Si ce contenu vous a aidé à voir quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant, je vous demande de considérer un soutien avec Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien économique, c'est une façon de dire « cette information est importante, continuez à la révéler ».
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne verront jamais cette vidéo. Des personnes qui sont toujours piégées dans des cycles de justification. Des personnes qui défendent ceux qui les détruisent. Chaque vidéo comme celle-ci est une possibilité que quelqu'un d'autre se réveille. Maintenant, je veux vous poser une question. Combien de fois dans votre vie avez-vous justifié quelque chose que vous saviez être mal? Vous n'avez pas à donner de détails, seulement le nombre. Commentez ci-dessous. Parce que parfois, juste admettre que vous l'avez fait est le premier pas pour arrêter de le faire. Et souvenez-vous, reconnaître n'est pas échouer. Reconnaître est le premier acte de libération. Carl Jung a passé toute sa vie à étudier comment l'esprit humain peut se tromper lui-même. Et il a découvert quelque chose d'espérant. De même que l'esprit peut construire des prisons invisibles, il peut aussi les abattre. Il a seulement besoin de voir la vérité. Et la vérité, même si elle est humiliante, libère toujours. On se retrouve dans la prochaine vidéo.